Monte Carlo should be driven smoothly and quietly. In a Formula 3 race, you'll see a group of young guys who have never driven in the close confines of a city. They feel a claustrophobic effect in their driving. And they don't drive very well. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Formule Moyen. Vous avez déjà vu un Grand Prix de Formule 1? J'imagine que oui. Sinon, qu'est-ce que vous faites sur cette chaîne? Je me le demande. Donc si vous avez déjà vu un Grand Prix, vous avez forcément dû entendre parler du Grand Prix de Monaco de Formule 1. C'est vraiment la cerise sur le gâteau de ce championnat du monde, le bijou de cette discipline. Qu'est-ce qui rend Monaco si spécial après tout? Bien, il y a peut-être ce cadre idyllique au bord de la Méditerranée, ce circuit fabuleux, long de 3 km à peu près. Il y a aussi la principauté en elle-même. Monaco, c'est quoi? C'est le casino, c'est l'hôtel de Paris, c'est le stade Louis II surtout, très important celui-ci. Allez, trêve de blabla, laissez-moi vous expliquer pourquoi Monaco est si fabuleux et si important pour la Formule 1. J'ai envie de vous raconter une histoire. Tout d'un coup, je sais pas ce qui me prend. Écoutez, allons-y, laissons-nous porter un petit peu. S'il ne s'était pas passé quelque chose de bien précis en 1925, peut-être qu'on n'aurait jamais vu des Senna, des Schumacher, des Prost, des Hamilton, des que sais-je encore rouler ici. Pour tout vous expliquer, en 1925, Monaco a son automobile club, idéalement appelé Automobile Club de Monaco. Problème, ils ne peuvent pas rejoindre la FIA. Ok. Pourquoi ne peuvent-ils pas rejoindre la FIA? Tout simplement parce que Monaco a son rallye, certes, une grande épreuve automobile de renommée internationale, mais aucune étape se déroule dans l'enceinte de la principauté. Et ça, la FIA, ils disent « Ah non, mes amis, vous devez obligatoirement avoir une épreuve ici pour nous rejoindre. » Il y a un type, il s'appelle Antonino Guess. C'est un fou complet, le mec. Il se dit « Ça va pas se passer comme ça. » Il prend son ami Louis Chiron, pilote monégasque, par le bras. Il dit « Viens avec moi. » Il marche un petit peu entre Monte-Carlo et la Condamine. Et ils se disent « Putain, mais cette route est pas mal. Ça pourrait être un circuit, ça. Ça pourrait être un grand circuit. » Alors, qu'est-ce qu'ils font? Papier-crayon. Et ils dessinent le tout premier tracé de Monaco, qui fait le tour du port Hercule. Et en 1929, ils invitent 16 pilotes à venir participer au premier Grand Prix de Monaco. Petite statue. Il s'agit de, hop là, William Grover Williams, aussi connu sous le nom de Williams. Il est invité à participer au premier Grand Prix de Monaco, 1929. Souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure. Et il a remporté la course. Et en guise d'hommage, cette statue a été érigée en son honneur. On peut le voir d'ailleurs, hein, au volant, travail au volant, petit levier de vitesse ici, petit frein à main qui ne sert pas à grand chose bien évidemment. Voilà. Dès la première édition du Grand Prix de Monaco, le succès est au rendez-vous. C'est donc à bras ouverts que la FIA accueille la principauté en son sein et l'histoire est en marche. La course et le défi qu'elle représentait à l'époque est devenue une tradition. Depuis plus de 80 ans et presque sans interruption, les voitures les plus rapides du monde serpentent un tracé qui n'a pas vieilli d'un pouce. Là vraiment, il faut le voir pour le croire. Alors allons-y. Premier virage de circuit de Monaco, virage mythique. De toute façon, tous les virages sont mythiques ici à Monaco. Le virage de Sainte-Dévote. Sainte-Dévote, c'est la sainte patronne du circuit de Monaco. Un virage très compliqué. Pourquoi? Nous avons cette espèce de verdure en plein milieu de la route. Cet espace vert au moment de la course, c'est dehors, on n'en veut pas. Entrée du virage, très difficile à Sainte-Dévote. Ça tourne à gauche, puis d'un coup, sans prévenir, ça tourne à droite. Le secret, c'est de garder les roues vraiment très droites. Et puis d'un coup, jeter la voiture, faut vraiment pas avoir peur. Escalader le vibreur là où se trouve le petit truc vert là. Et puis, pour soigner la sortie, il faut que la voiture vienne mourir vraiment à l'extérieur de la courbe. On peut le voir d'ailleurs. Il y a des vibreurs qui se trouvent toute l'année, ils les enlèvent pas, ils laissent les vibreurs. C'est assez impressionnant de les voir en vrai. Aujourd'hui, j'ai un petit peu la larme là qui me coule. Je me lève,
Je te bouscule, non. Je prends de la hauteur pour vous montrer la montée de beaux rivages. Alors sur les jeux vidéo à la télé, c'est bien facile, ça monte tranquille, mais faites ça à pied, mes amis. Attention, c'est très difficile. J'ai dû faire quoi là, 500 mètres. J'en peux plus, je suis trempé de sueur, j'ai envie de mourir. On n'est même pas à la moitié là. Et c'est très raide, hein. On a l'impression un petit peu d'être dans le Raidillon de Spa-Francorchamps. Petit clin d'œil à la vidéo précédente, j'avais parlé de Spa-Francorchamps. Ce n'est pas le Raidillon de Spa-Francorchamps, mais attention, ça reste quand même très impressionnant. À la fin de la montée de beaux rivages, nous entrons dans l'un des virages les plus difficiles du circuit de Monaco, le virage de Massenet. L'entrée est en aveugle, c'est un gauche interminable. Alors les pilotes sont à 280 et encore je suis gentil, hein, au sommet de cette montée. Et puis il va falloir déconnecter le cerveau et se dire bon, je garde le pied sur l'accélérateur, je suis un fou, je m'en bats les couilles. On arrive ici, toujours le pied sur l'accélérateur. Et puis au niveau du taxi là, on commence un petit peu à freiner et puis il faut vraiment jeter la voiture à l'intérieur. Et c'est le secret pour prendre ce virage. J'avais envie de vous montrer un truc aussi. C'est que sur ma droite se trouvent les boutiques Hermès. Ce n'est pas un placement de produit, du moins pas encore. Mais dites-vous que dans les années 60, les boutiques Hermès existaient déjà lorsque passaient les Formule 1. À la sortie du virage de Massenet, nous avons le joyau de la couronne, le casino. Virage, c'est celui-ci, hein, comme son nom l'indique, virage du casino là aussi. Et là, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que c'est en montée. Et si on regarde à la télé, par exemple, un Grand Prix, ou même on branche sa PlayStation 4, sa Xbox One, hein, je ne fais pas de discrimination, et on met un jeu F1 2019, on ne voit pas que ça monte, et pourtant, ça monte. Ça monte, c'est très incliné au final. Vous remarquez, hein, Montjuic, j'ai déjà parlé de virage incliné, Rouen aussi un petit peu. L'inclinaison, c'est vraiment le maître mot de cette chaîne YouTube. Hashtag inclinaison d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Après le casino, nous avons le virage de Mirabeau. L'entrée de Mirabeau est un petit peu compliquée. Pourquoi ? Juste avant, nous avons une petite courte ligne droite, un petit répit, mais attention, ce n'est pas parce que c'est une ligne droite que les pilotes vont forcément tout droit. Il y a une bosse dans cette ligne droite, une bosse assez impressionnante. Et ça, les pilotes, bien sûr, ne veulent pas passer dessus. Pourquoi ? Parce qu'une F1 roule vraiment à ras du sol. Déjà, ce n'est pas rare de voir des étincelles voler un petit peu partout parce que le plancher racle. Il ne faut pas prendre cette bosse parce que ça va endommager le fond plat, ça va endommager les suspensions, ça va être un bordel sans nom. Donc on fait un espèce de petit zigzag, puis après freinage, virage de Mirabeau et on arrive à l'épingle. Mais avant toute chose, suivez-moi. Nous avons l'échappatoire de Mirabeau. Et en 2014, cet échappatoire, il a bien servi à Nico Rosberg. Durant les qualifications, le pilote Mercedes était en lutte avec son équipier Lewis Hamilton pour la pole position. Arrivent les derniers instants de Q3. Qui va avoir la pole ? Rosberg, Hamilton, Rosberg, on ne sait pas. Rosberg, que fait-il ? Dans son dernier tour lancé, il rate le freinage de Mirabeau. Il emprunte cet échappatoire, il fait un tout droit. Les drapeaux jaunes sont évidemment de sortie. Un emplacement dangereux. Hamilton arrive juste derrière. Il est obligé de lever le pied. Par la force des choses, la pole position revient à Nico Rosberg. Certains complotistes, certains chercheurs de vérité qui se disent mais est-ce que Rosberg l'aurait pas fait exprès ? Malheureusement, je n'ai pas la réponse et je pense que c'est un secret que Rosberg portera dans sa tombe. L'épingle de Monaco, c'est le virage le plus lent du calendrier. 60 km/h, vraiment grand maximum. C'est même le seul virage de toute la saison où on voit les pilotes comme ceci. Le volant complètement tourné. On peut le voir d'ailleurs, des traces ici de pneumatiques. C'est pas les automobilistes qui ont laissé ça, c'est vraiment les voitures de F1 également, les voitures de F2 et toutes les disciplines qui peuvent se produire ici. Le virage du Mirabeau bas, ça a été le théâtre d'une scène assez incroyable en 2006. Kimi Raikkonen était deuxième sur sa McLaren. Le problème, c'est que son moteur éclate. Il s'arrête dans ce virage complètement écœuré.
Mais au lieu de regagner son stand pour dire oh ben voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et pour faire le débrief avec ses ingénieurs, il s'est dit j'en ai rien à faire. Il est sorti de sa McLaren, il a regagné le port et il est monté dans son yacht. Le tunnel de Monaco, il existe depuis la première édition de la course. Mais au tout début, le tunnel était beaucoup plus court et surtout beaucoup plus haut de plafond. C'est la construction de l'hôtel dans les années 70 qui a obligé les organisateurs à rallonger ce tunnel parce que juste au-dessus de nous, nous avons l'hôtel. Ce virage-là que nous voyons aujourd'hui, il a toujours été plongé dans l'obscurité et ça a toujours été une galère pour les pilotes parce qu'ils arrivent, ils plongent dans un trou noir, ils ne voient rien du tout. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs ces éclairages de part et d'autre de ce tunnel. Et quand ils sortent de ce tunnel, ils sont aveuglés. Le soleil qui revient tout d'un coup, ça fait très mal aux yeux. Et en 2004, il y a une catastrophe dans ce tunnel. Michael Schumacher était en tête de la course sous régime de voiture de sécurité. La voiture de sécurité d'ailleurs s'apprêtait à rentrer au stand, elle passe dans le tunnel, Schumacher appuie sur ses freins. Pourquoi allez-vous me dire ? Probablement pour chauffer ses freins, chauffer ses pneus en attendant le restart. Sauf que Montoya qui était juste derrière lui à un tour n'a pas pris en compte les distances de sécurité très importantes sur la route. Il était trop collé à Schumacher, il n'a pas pu réagir à temps, il s'est emplâtré dans Schumacher. Schumacher a été expédié contre le rail, Ferrari cassé, c'en était terminé de cette course. Rendez-vous compte, sorti par un pilote qui était à un tour. Quand la réalité rattrape la fiction, j'imagine que vous connaissez tous ce magnifique album de Jean Graton intitulé Panique à Monaco, où une voiture plonge dans le port, figurez-vous que c'était déjà arrivé. En 1955, le grand Alberto Ascari sur Salencia part dans le port. Il n'y avait pas de barrière avant. Là, la bite sur laquelle je suis assis, bien sûr, n'était pas protégée par des rails de sécurité. C'était des ballots de paille. Donc, il suffisait de manquer son virage, de manquer sa chicane pour foncer dans l'eau. C'est ce qu'a fait Ascari sur Salencia. Fort heureusement, il s'en est sorti indemne et les plongeurs ont même réussi à récupérer la voiture le soir. Et 10 ans plus tard, en 65, Paul Hawkins a fait la même. Il a manqué son virage, les ballots de paille qui au final n'arrêtaient que dalle, et boum, plouf, dans le port. Plus de peur que de mal, bien entendu. Mais bon, une voiture de Formule 1 qui plonge dans la Méditerranée, ça n'arrive pas tous les jours. Cette montée, c'était un virage autrefois, le virage originel du bureau de tabac. Vous pouvez le voir d'ailleurs derrière moi. Le bureau de tabac, alors je sais pas si c'est l'original, celui qui était là dès 1929, en tout cas il y a un tabac ici. Alors le truc qui est assez un petit peu piégeur avec ce virage, c'est que c'est en montée. Alors les pilotes à l'époque devaient freiner bien avant le virage, escalader cette montée et ensuite tourner la voiture. Et lorsque la principauté de Monaco a construit la route de la piscine et a gagné un petit peu de terrain sur la mer, le virage du bureau de tabac a été déménagé quelques mètres sur ma droite et c'est devenu le virage qui existe encore aujourd'hui. Depuis 1973, nous avons cette nouvelle portion qui existe sur le circuit de Monaco, les virages de la piscine. Des pif-paf, gauche, droite, droite, gauche, qui se négocient à des vitesses folles. Déjà l'entrée avec les voitures d'aujourd'hui, ça se prend quasiment à fond. Et puis la sortie derrière moi, c'est nettement plus compliqué. Déjà, le rail est extrêmement proche de la piste. Si vous regardez le Grand Prix de Monaco à la télé, c'est à cet endroit précisément que l'on peut voir en slow motion les voitures frôler le rail, tutoyer le rail, embrasser le rail. Enfin bref, elles font beaucoup de choses à ce pauvre rail qui n'a bien sûr rien demandé. Louis Chiron, grand pilote monégasque qui a été à l'origine avec Anthony Nogues de ce circuit de Monaco. Et donc un buste a été érigé en son honneur. Et puis le virage de la piscine, l'entrée de cette chicane où nous sommes actuellement, porte aujourd'hui son nom, c'est le virage Louis Chiron. Nous sommes dans les deux derniers virages. Déjà, le virage de la Rascasse, hyper connu, ce virage principalement grâce ou à cause
de l'action de Michael Schumacher en 2006. En qualification, Schumacher avait la pole provisoire et là Schumacher rate son virage à la rascasse. Catastrophe. Et il gare sa Ferrari contre le rail. Le circuit est bouché. Alonso, qui était en train d'améliorer, est obligé de ralentir. Certains se sont dit, c'est quand même trop beau pour être vrai. Est-ce que Schumacher l'aurait pas fait exprès? La FIA enquête. Schumacher a été reconnu coupable de tricherie et il a été disqualifié des qualifications et obligé de partir depuis le fond de grille pour la course. Je me tiens sur la voie d'entrée des stands du circuit de Monaco, qui est assez connu parce que justement la surface est un petit peu bordeaux foncé, bordeaux clair. Mais avant, ici, ce n'était pas la voie des stands, c'était la ligne droite de retour. Les pilotes devaient négocier une épingle, là où je me tiens d'ailleurs, ils me contournaient. Ce virage, cette épingle s'appelait auparavant l'épingle du gazomètre. Gazomètre parce qu'il y avait de gros gazomètres juste ici, qui n'existent plus d'ailleurs. Juste à côté du gazomètre se tient le vrai dernier virage de ce circuit, le virage Anthony Nogues, bien évidemment, nommé en hommage à Anthony Nogues, celui qui a été à l'origine de ce Grand Prix de Monaco. Un virage assez difficile, on peut le voir, on vient flirter avec le rail à l'intérieur et on vient également flirter avec le rail à l'extérieur de la courbe. Et le problème, c'est que ce virage conditionne vers une ligne droite des stands qui est assez courte. Les dépassements sont rares. Déjà, dépasser à Monaco, ça relève de l'impossible. Principalement parce que le circuit est hyper étroit, mais aussi parce que les lignes droites sont vraiment très très courtes. Alors j'ai cogité, parce que ça m'arrive, et j'ai trouvé la solution. Au final, il suffirait de couper ce dernier virage et de passer par ici. Pourquoi pas après tout? De ce fait, le dernier virage serait beaucoup plus rapide, les voitures pourraient se suivre plus facilement et la ligne droite serait rallongée. On parle de quelques mètres, certes, mais parfois quelques mètres peuvent faire toute la différence. Et ainsi se termine notre tour du circuit de Monaco. C'était long, c'était fastidieux, mais ça reste quand même une expérience plutôt agréable. Du plus profond que je me souvienne, le circuit de Monaco a toujours été décrié. Pourquoi? Encore une fois, parce que les courses ressemblent à des processions, ça se suit, ça ne se dépasse pas. Mais est-ce qu'on devrait virer Monaco pour autant? Je suis pas si sûr, je suis même pas d'accord du tout. D'accord, on ne peut pas dépasser. Mais contrairement au blanc d'œuf et au jaune, Monaco ne peut pas être séparé de la Formule 1, c'est impossible. Bon, on peut toujours modifier le tracé. Bon, ça sera pas des modifications de ouf, étant donné qu'on est en ville, on peut pas non plus raser des immeubles pour le bien du tracé, mais bon. Et donc je milite, je prends position, il faut que Monaco reste au calendrier le plus longtemps possible. Je lance un appel. Si vous êtes de la région, que ça soit le 06, le 13, le 83, le 84, le 04 aussi, les Alpes de Haute-Provence, je ne les oublie pas, je sais qu'ils sont toujours très nombreux à me regarder, eh bien rendez-vous à Monaco. Attendez quand même la fin de cette vidéo, mais visitez le tracé, vraiment, il faut le voir pour le croire. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, mettez un like quand même, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche, bien entendu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!